Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. L'appel lancé par les populations de Bazan, village du département d'Odiéné, via le canal de RTI2 a été entendu. Les autorités communales ont décidé de doter la localité d'infrastructures scolaires modernes. À l'international, au Sénégal, moins d'un an après l'arrivée au pouvoir de nouvelles autorités, le Premier ministre Ousmane Sonko et la rébellion de Casamance signent un accord important pour la paix. Merci pour votre fidélité. Direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler éducation. Les baraques érigées en salle de classe dans le village de Bazan seront bientôt un lointain souvenir. Les autorités communales d'Odiéné ont décidé de doter le village d'infrastructures scolaires modernes. Une décision qui fait suite à un reportage de RTI2 diffusé au JT le 10 novembre dernier. Voici donc le constat de nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil. Longtemps. Pèse. Repos. Attention. Nous allons saluer le drapeau. Dans quelques mois, les élèves du village de Gbanzan dans le département d'Odiéné ne prendront plus leurs cours dans ces baraques. Après la diffusion du reportage de RTI2 le 10 novembre dernier, au journal de 19h30, les autorités communales d'Odiéné décident d'offrir un établissement scolaire moderne à Gbanzan. Enza Kone, l'enseignant bénévole du village, ne cache pas sa joie. Madame le maire Nasseneva Touré a fait tout possible pour que nous ayons une école. En tout cas, nous sommes très satisfaits. On peut dire qu'à la rentrée prochaine, Gbanzan aura une école primaire moderne. Une joie partagée également par les villageois, d'autant plus que l'espace devant abriter l'établissement vient d'être décapé. Sur le site, sable, gravier, briques, barres de fer, tout y est pour démarrer les travaux. Lorsque la RTD est venue pour faire le reportage, tout le monde a regardé. C'est là maintenant les autorités ils ont laissé une délégation pour venir voir réellement s'il n'y a pas d'école. Actuellement, tous les matériels sont disponibles. Maintenant, le plan est déjà tracé. Maintenant, ça reste maintenant pour faire commencer les fondations. Maintenant, nous sommes très contents d'avoir un bâtiment à Gbanzan ici au nom de la mairie. L'école la plus proche de notre village est située à 7 km. Pourtant, les élèves sont petits pour parcourir ces kilomètres. Nous nous sommes débrouillés pour construire ces baraques avec un enseignant bénévole à qui on remettait de l'argent chaque fin du mois. Cet enseignant était obligé d'enseigner les élèves de CP1, CP2, CE1 et CE2. Une fois au CE2, c'était la fin des études pour les enfants de notre village parce qu'il n'y a pas de classe de CM1 et de CM2. Avec cet établissement moderne qui verra le jour, nos enfants pourront aller loin. L'État pourra nous affecter aussi des instituteurs qualifiés, d'où notre satisfaction. Ici, c'est un bâtiment de 3 classes qui verra le jour. Un bâtiment qui pourra faciliter la scolarisation des enfants du village jusqu'au cours moyen 2e année, CM2. On peut le dire, c'est une bonne nouvelle pour les populations de ce village qui ont longtemps attendu cette école. Et puis, effet de mode, ignorance ou incivisme, autant de questions pour chercher à savoir pourquoi les motocyclistes se débarrassent des rétroviseurs qui sont pourtant d'une grande utilité dans la conduite des engins roulants. À Boaké, le constat est amer. Trop de motos et tricycles sans rétroviseur, nous disent Gervais Kwasi et Kader Sogodogo. Conçu par le concessionnaire, avec tous les accessoires pour garantir une sécurité aux conducteurs, bon nombre de motos à 2 et 3 roues sont dépourvues de rétroviseurs. Un acte délibéré que des motocyclistes justifient à tort. Le rétroviseur n'est pas habitué de ça. Pour savoir que le camion arrive, il y a tout le monde doit pouvoir. Bon, un est cassé, donc enlever les deux en même temps. C'est un danger. Mais on fait avec quoi? Les bagailles qu'on prend là, ça peut toucher le rétroviseur, donc ça peut de ça. On ne met pas le rétroviseur aussi. On connaît comment il faut rouler. Il n'y a pas de rétroviseur. Le rétroviseur s'appelle les gaou. C'est les gaou qui portent le rétroviseur. Les rétroviseurs jouent un rôle hautement important dans la conduite. Les rétroviseurs, d'abord, c'est des accessoires de sécurité tertiaire donc, qui permettent aux conducteurs d'avoir une visibilité. Le conducteur a un champ de vision et le rétroviseur lui donne un point de vue. Puisque non seulement vous conduisez avec ceux qui sont devant vous et vous conduisez avec ceux qui viennent après vous. Et donc si tu n'as pas le point de vue des rétroviseurs, il y a éminemment un danger que tu cours. Voilà. Donc c'est très important d'avoir les rétroviseurs en bon état. Ôter des rétroviseurs d'un engin roulant, quelle qu'en soit la raison, est une infraction au code de la route. Si les rétroviseurs ne sont pas sur une moto, que l'agent
de la sécurité du fort de l'ordre constate, la moto est saisie, elle est mise en fourrière. Des motos, sinon des véhicules en bon état, peuvent baisser de façon considérable le taux d'accident de la route, ont indiqué les spécialistes de la sécurité routière. Intéressons-nous à présent au parfum arabe, devenu incontournable ces derniers temps. Ils séduisent de plus en plus les consommateurs. Ces parfums arabes sont appréciés pour leurs senteurs intenses et leur tenue à longue durée. Dans les boutiques spécialisées, les clients en raffolent. La demande ne cesse d'augmenter. Des précisions avec Asita Diarra, Cécilia Bassolé et Gilles Tonia. Appréciés pour leur senteur, plus ou moins persistante, les parfums arabes connaissent un véritable succès. Dans plusieurs boutiques du district autonome d'Abidjan, ils attirent de nombreux clients. Très bon. L'odeur me plaît beaucoup dans la maison, c'est le déodorant de la maison que j'ai payé avec les parfums aussi. Ceux qui étaient jusqu'à Bundiali, au nord, pouvaient nous payer ces parfums ici. Les parfums arabes là, ça dure. Dans les étals, des clients font leur choix. Il est impossible pour certains de se passer de ces parfums, raison pour laquelle ils ont parfois l'embarras du choix. Ça sent très bon, c'est une durée de 24 heures sur l'homme. C'est un parfum qui vous accompagne au quotidien. Quand vous passez, vous passez pas inaperçu quoi. Même en classe, on me dit « Ah, Diakité, tu mets quel parfum? J'aime ton parfum là. » Vu que moi-même, je le commercialise aussi. Donc, quand on me demande là, je les redonne ce que je vends. En prélude au Ramadan, la demande est forte et cela réjouit les vendeurs. Les parfums arabes sont prisés à cause de leur élégance et leur propriété spirituelle, selon clients et vendeurs. Ça fait attirer, si tu es marié, tu mets ça la nuit puis tu dors. Ça c'est parfait, ça fait attirer et puis ça sent bon aussi quoi. Il y a des parfums qui chassent les mauvais esprits. Même si tu es chrétien, tu es musulman, tu veux sortir, même si la personne te doit là. En tout cas, c'est qu'elle est dans ton cœur là, tu dis ça dessus puis tu t'en vas. Quand je mets, exemple, les parfums comme ça, quand je mets, on me drape beaucoup, les gens me regardent, ça tire quand même, c'est très bon. Dans le magasin, les flacons se vendent comme des petits pains, témoignant l'engouement croissant pour ces fragrances qui séduisent de plus en plus les Abidjanais. Parlons religion à présent. En prélude au Ramadan, les fidèles musulmans non-voyants se sont réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le samedi dernier à l'initiative de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Les détails avec Yamki Lermel et Georgette Ido Fofana. Et c'est reparti pour le mois saint par excellence chez les musulmans, le Ramadan, le 9e mois de l'année lunaire, pendant lequel les croyants doivent changer leurs habitudes alimentaires. Mais pour y arriver, une préparation s'impose, tant au niveau médical que spirituel, d'où l'importance de cette conférence. Avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan, il faut une consultation médicale et aussi faire un bilan pré-Ramadan qui va comprendre un examen pour explorer l'état du rein, une glycémie pour voir s'il n'y a pas un diabète chez le patient, explorer les anomalies lipidiques, voir si le LDL cholestérol il a quel taux, les triglycérides. On se rend compte que le sucre fait des dégâts énormes au niveau de notre organisme et si éventuellement on pouvait éviter ou alors réduire notre consommation de sucre, on ferait beaucoup de bien à notre santé. Le sucre se trouve partout, que ce soit du riz que vous mangez, vous apportez du sucre à votre organisme, que ce soit la ticket que vous mangez, vous apportez du sucre, que ce soit la banane que vous mangez, vous apportez du sucre, même certains légumes apportent du sucre à notre organisme. Donc le sucre en réalité se trouve partout. Et donc le sucre qu'on apporte à notre organisme en plus, n'est-ce pas, ne doit pas dépasser 4 grammes de sucre par jour. C'est pas bon du tout de rompre le jeûne avec une boisson sucrée. Cette rencontre, une initiative à laquelle adhèrent les participants. C'est une très belle formation parce que à travers ce panel, on comprend déjà les dispositions à prendre pour avoir un très bon mois de Ramadan et puis un après mois de Ramadan. Également, à travers cette formation, on a appris ce qu'il faut prendre pour le Sahou
c'est-à-dire pour la nourriture de 4 heures, également pour l'iftar. Toujours dans l'objectif premier d'avoir une très bonne santé. C'est une belle initiative parce qu'elle vient en réalité pour nous instruire concernant notre mode alimentaire, parce que le plus souvent, nombreuses sont ces personnes qui à 80% contractent des maladies liées à leur façon de s'alimenter. Ce panel-là est le bienvenu. Cet événement a été une occasion choisie par le président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire de lancer un appel. Notre communauté est une communauté dont la plupart des membres vivent dans la précarité, et ce qui fait que nos besoins sont énormes en cette période-là. Nous attendons vraiment de l'aide de la population, des bienfaiteurs, de sorte à ce que tous nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés puissent bien passer le mois de Ramadan. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire a été créée en 2009 avec pour mission l'insertion socio-professionnelle des personnes atteintes de cécité. À l'international au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a signé hier un protocole d'accord de paix avec l'une des factions du mouvement de forces démocratiques de Casamance. La rencontre s'est tenue à Bissau sous la médiation du président Oumaro Sissoko Embalo. Un accord similaire avait déjà été signé en 2022 sous l'ancien président sénégalais Macky Sall, mais la situation n'avait pas évolué. Hors du continent, au lendemain des élections législatives anticipées en Allemagne, les résultats sont sans surprise proches des projections des sondages. Les chrétiens démocrates de la CDU-CSU arrivent en tête des élections législatives avec 29% et doivent maintenant former une coalition pour gouverner le pays. Retour en Côte d'Ivoire, où nous recevons M. Mouloukou Souleymane Traoré, président de l'ONG ADI et banquier de formation. Avec lui, nous allons parler de l'éducation par les livres. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, que signifie ADI? ADI, c'est donner à Bambara. Et cet acronyme renferme en lui Agbovi Development Initiative, au départ. Et lorsque nous avons voulu enregistrer cette association aux États-Unis, les Américains nous ont dit, écoutez, si vous voulez avoir la chance de recevoir des dons d'autres donateurs, il faut ouvrir un peu, parce que Agboville, vous nous avez expliqué que c'est une ville en Côte d'Ivoire, ça ferait que vous serez limité dans les dons que vous allez recevoir. Alors pourquoi vous ne changez pas le nom? Puisqu'on tenait à garder Adi, qui pour nous c'est le don, c'est donner, Adman en Bambara, on a changé Agboville par Actions. Donc c'est Actions Development Initiative, c'est initiative des actions de développement, ce qui nous permet de recevoir des dons de n'importe quel donateur, nous permet d'aller au Libéria, nous permet d'aller dans tous les pays en voie de développement. Et ce que nous faisons à ADI, c'est principalement aider à... Nous contribuons à améliorer la scolarisation des enfants qui vivent dans des poches déshéritées, des enfants défavorisés. D'accord. Votre ONG souhaite inculquer le goût de la lecture aux élèves et vulgariser le livre. C'est bien ça. Ce qui justifie le don de près de 10 000 livres d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA destinés à des établissements, bien sûr, scolaires du pays. C'était le vendredi dernier à Beauville. C'est cela. Alors, il faut que je vous dise, ces livres, nous les avons reçus du Book Project de la Banque mondiale. Pourquoi la Banque mondiale? Parce que moi-même, j'y ai travaillé. Je travaillais dans le groupe de la Banque mondiale pendant un peu moins de 20 ans. Donc, j'ai développé des relations. Et lorsque j'ai appris que la banque avait une ONG qui s'appelait Book Project, qui donnait des livres, mais ceux qui étaient bénéficiaires de ces livres-là, généralement, c'était les pays anglo-saxons. Parce que ces livres sont majoritairement en anglais. Et puisque nous, les francophones, lorsqu'on a fait de bonnes études, généralement, on parle un peu anglais, à la différence de nos amis anglo-saxons. Alors, c'est ainsi que je leur ai dit, ah non, nous, on est intéressés. Et ça nous a pris 2 années de négociation, de 2022 à 2024. Et nous avons eu ce gros lot, un container de 20 pieds, contenant à peu près 12 000 livres et ouvrages scolaires et universitaires. Nous avons commencé à les distribuer depuis quelques mois. On peut le dire, votre tâche ne semble pas facile dans un monde dominé par les nouvelles technologies. Alors, comment comptez-vous mener votre mission afin d'atteindre vos objectifs? C'est vrai, c'est un challenge, c'est un défi. Nous le voyons un peu partout, les enfants sont plus attirés par les smartphones, par les tablettes et tout. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe, j'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je crois que le ministre de l'Éducation a demandé qu'on reparte à la dictée. Tout à fait. Nous avons fait de bonnes études grâce à tout cela. La lecture est au centre du développement humain de tout individu. Et nous avons compris, et des études ont été faites, il y a des recherches qui ont été faites qui disent qu'il y a une corrélation directe entre les résultats académiques et un enfant qui lit. Donc, à partir de là, et puis nous-mêmes, nous avons
fait notre propre expérience. Nous avons fait notre propre expérience et à partir de là, on s'est dit, bon, écoutez, il faut peut-être voir dans quelle mesure on pourrait aller un peu partout, récolter des livres, inculquer ce goût de la lecture, organiser des rallyes, faire venir des auteurs qui pourraient parler de leurs livres, demander aux parents de pousser les enfants à lire, avoir des clubs de lecture dans les établissements, renflouer les bibliothèques. Nous l'avons fait à l'université d'Abidjan, nous l'avons fait au lycée technique, nous l'avons fait au lycée technique d'Abidjan, nous l'avons fait au lycée Mami Adjoa et nous avons commencé à distribuer. Ce qui s'est passé le 21, c'était la foire du livre. C'était fantastique. Je suis très heureux d'en parler. Nous avons eu le soutien des autorités de la place. Le président du conseil régional, M. Pierre Demba, était présent, avec à ses côtés le préfet Koulibaly, qui s'est fait accompagner de toute l'artillerie qu'il a avec les personnes qui ont les galons. Donc vraiment, on était heureux et il y avait à peu près 300 gamins dans la salle et les gens sont venus d'un peu partout. Nous avons eu des bénéficiaires qui sont venus d'Odiéné, 850 km d'Abidjan. Ils sont venus pour recevoir leur colis et ils ont été très heureux à la fin. On constate que vos actions sont beaucoup en rapport avec le capital humain. C'est cela. Parce que, voyez-vous, pendant longtemps, les critères qui avaient été utilisés pour parler de la richesse dans nos différents pays, c'était le PIB. PIB per capita, PIB par tête d'habitants, c'est-à-dire produit intérieur brut divisé par le nombre d'habitants, on trouvait un chiffre. Mais cela ne veut pas dire, quand on dit $2 000 ou bien 1 200 000 francs CFA, cela ne veut pas dire que tout le monde a au moins 1 200 000 CFA dans l'année. Alors que des études ont été faites pour prouver qu'il faut plutôt penser, aller un peu plus loin. C'est de là qu'est venu le concept de IDH. Et le capital humain est un facteur très important. C'est en fait deux aspects qui sont très importants, c'est-à-dire la santé et puis l'éducation. Je prends l'exemple d'un chef d'entreprise, un banquier, un directeur de banque qui n'investit pas, ou bien une banque qui n'investit pas dans la formation de ses cadres, court le risque d'avoir des employés qui ne sont pas bien formés. S'ils ne sont pas bien formés, ils vont avoir dans les livres de la banque des mauvais prêts. Et ces mauvais prêts ne seront pas payés, donc la banque court à la faillite. C'est la même chose pour le chef d'entreprise, c'est la même chose pour le chef de famille, c'est la même chose pour le président d'un pays. Il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé. Parce que les gens qui sont en bonne santé, qui sont bien formés, donnent généralement de bons résultats. Il faut aussi interpeller les parents d'élèves qui sont les premiers éducateurs et qui préfèrent offrir des tablettes et des smartphones aux enfants en cadeau d'anniversaire ou de Noël au lieu de livres. Yep. Tout à fait. Et ça, c'est un défi, c'est un challenge. Nous allons organiser des rallyes, nous allons organiser des concours, et puis faire venir des auteurs qui vont nous aider à inculquer ce goût de la lecture là, à nos enfants. Et je pense que c'est possible. C'est possible. D'accord. Un appel à lancer. Un appel à lancer. Je voudrais demander à tous nos parents, les responsables d'établissements, de faire en sorte qu'il y ait des bibliothèques, à défaut de bibliothèques, qu'il y ait des clubs de lecture pour inciter, inculquer ce goût de la lecture à nos enfants, à nos apprenants. D'accord, merci beaucoup M. Mouloukou Souleymane Traoré. Je rappelle que vous êtes banquier de formation. C'est quoi cet amour pour le livre? Écoutez, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je suis le fils d'un instituteur. D'accord. Et vous êtes le président de l'ONG ADI, qui a décidé d'inculquer aux élèves le goût de la lecture. C'est cela, oui. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se dit au revoir avec cet élément relatif à la 3e édition des Akan Awards. Vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels, symboles de distinction culturelle, les Akans sont venus nombreux à Yamoussoukro prendre part à leur fête. Nous sommes à la 3e édition des Émérites Baoulé d'Or, devenus Akan Awards, une initiative de Jules Conan, promoteur des spectacles, visant à promouvoir la culture Akan, le brassage culturel des peuples, mais surtout célébrer les mérites des acteurs. Les Akan Awards, déjà, c'est pour récompenser les dignes filles et fils de la culture Akan, ce qui permet à ce que la culture Akan aille de plus davantage devant, qui hisse l'image de la culture Akan au stade des mérites, d'essayer de ratisser l'âge, d'impliquer tous les acteurs. Voilà, du grand Akan. C'est là que nous avons créé les Akan Awards. C'est une satisfaction. Dans la plus prestigieuse salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ambiance est spéciale. Plusieurs artistes issus de plus de 17 catégorisations ont été distingués. Au soir de ces distinctions, l'artiste chanteuse Reine Abla est désignée pour la toute première fois lauréate du prix Akan d'Or. Sa joie est manifestée. Être la représentante de la culture Akan de manière symbolique avec un trophée, c'est vraiment mon travail qui est récompensé. Et c'est aussi un poids dans mon CV artistique pour montrer effectivement lorsque je pars à l'international que dans mon pays, les gens savent ce que je fais,
j'ai une communauté qui m'apprécie, qui apprécie mon travail et qui me supporte. Ça fait maintenant plus de 4 à 5 ans qu'on travaille sur Internet, moi et mon groupe. C'est un grand plaisir pour moi de rapporter ce prix-là. En plus, à Yamoussoukro, voilà, c'est un plaisir pour moi d'être reconnu par mon peuple à Caen. Le travail bien fait est toujours payé. J'ai remporté pour la 2e fois et je suis très heureux. Mes fan clubs, c'est eux qui m'ont donné la force, m'ont motivé, donné toujours le courage. Je leur dis merci. Je suis heureux, je pense que c'est le fruit d'un travail véritablement construit. Donc je dis merci à Dieu, merci aux organisateurs. Cette édition spéciale bénéficie du soutien d'une délégation royale de la sous-région avec à sa tête Sa Majesté King Guide Bamba, El Hadj Mohamed Mpayi Sahraoui, chef suprême des Royaumes-Unis d'Afrique. Aka Award, ce n'est pas seulement la promotion des Akans, c'est la promotion de la culture africaine. Et voir qu'ils sont en train de faire la promotion de la culture, et ceux qui sont en train de valoriser aussi la culture, ils font la promotion de ces gens. Donc, nous avons effectué ce voyage, c'est parce que nous avons compris le contenu. La cérémonie des distinctions Akan Award est précédée d'une visite guidée des stands de la délégation royale. Jules Conon entend pérenniser cette initiative pour la valorisation de la culture Akan. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.